bienvenue à cette table ronde dans le cadre du 25e Festival international du film fantastique de Gérard May. Une table ronde intitulée « Le cinéma de genre français, mythe ou réalité ». Une table ronde organisée en partenariat avec la région Grand Est et la Guilde française des scénaristes. Et je vais dès maintenant vous demander d'accueillir autour de cette table devant vous les participants à cette table ronde, à commencer par le producteur et fondateur de Starfix, François Cognard. Merci également d'accueillir le réalisateur, scénariste et producteur Xavier Jans. Et j'en profite pour rappeler que vous pourrez découvrir notamment le film Cold Skin ce soir à 22h. C'est ça, merci Xavier, de Xavier Jans. Donc évidemment, faites en sorte que la salle soit remplie, mais je vous fais confiance. Merci d'accueillir le réalisateur et producteur Thierry Vigneron. Et ils vont également être les animateurs de cette table ronde. Merci d'accueillir les scénaristes Romain Prota et Adrien Soulet-Larivière. Bonjour, donc je suis Thierry Vigneron, moi je suis le réalisateur, producteur et co-auteur de la série Atomic Panda vs Killer Coccinelle, dont vous avez sûrement vu un petit teaser qui passe avant les films à l'espace lac en ce moment. Donc une web série de 10 fois 6 minutes qui sortira un petit peu avant l'été normalement sur Studio 4 et après France 4 pour le moment. Voilà. Bonjour, je suis François Cognard et effectivement nous avons créé Starfix il y a maintenant 35 ans avec Christophe Gans, Nicolas Boutrieff, Christophe Lemaire, Doug Hennan et bien d'autres. Et je suis ravi de vous voir aujourd'hui et je suis à votre disposition pour toute question. Sur le cinéma de genre, ça fait un moment que je pratique. Xavier Jans, j'ai mon film qui passe ce soir et je serais ravi s'il y a un peu de spectateurs qui viennent me voir. Merci beaucoup. Merci Gérard May. Bonjour, merci d'être venu. Donc nous représentons la Guilde des scénaristes et nous animons ce débat ce soir. Nous sommes scénaristes et réalisateurs par ailleurs. Pas grand chose à ajouter. On peut peut-être commencer à brut pour point. Est-ce qu'il y a un problème avec le cinéma de genre en France? Et lequel? Est-ce qu'il y a un problème avec la comédie? Est-ce qu'il y a un problème avec les films policiers? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y aurait un problème avec les films d'horreur ou les films fantastiques? Juste pour commencer, moi c'est vrai qu'au moment où on a écrit la série avec mon co-auteur, rien qu'avec le titre, je dirais effectivement, on se l'est dit entre nous que ça allait être un petit peu compliqué de trouver un espace pour montrer notre œuvre en France, puisque le but était vraiment, dans le scénario ça se passe vraiment en France, c'est comment ça se passerait si les gendarmes rencontraient une sorte de Godzilla. Ça va être le premier kaiju français, on va dire, et trouver de la diffusion par rapport à ça. Mais avec l'éclosion du web et des séries, c'est vrai que assez rapidement, au bout de quelques mois, on a trouvé une diffusion. Sur un budget assez restreint, ma foi, mais comme on le disait tout à l'heure, ça a au moins le mérite, effectivement, d'exister, malgré le côté complètement iconoclaste du projet. Tu peux peut-être juste résumer en 30 secondes ton projet? Oui, alors je pense qu'avec le titre, on comprend assez rapidement. C'est un jeune panda s'est échappé alors qu'il devait être livré à un zoo il y a une dizaine d'années en arrière. Il est perdu, on ne le retrouve pas. Normalement, on devrait le rechercher plus activement, mais ça nous a arrangé dans le scénario. Il se réfugie dans une centrale nucléaire où il y avait quelques barres d'uranium qui ont été négligemment oubliées. Et 10 ans plus tard, il est devenu géant et atomique. L'armée n'arrive pas à en faire façon. Et à un moment, il y a un scientifique qui dit par contre, il y a une nouvelle race de coccinelles en Asie, avec des élytres métalliques qui arrivent à découper les bambous et qui ne se laissent pas faire par les pandas, et donc ils les flinguent si jamais ils les en empêchent. Et donc l'armée a l'idée de domestiquer un grand nombre de ces coccinelles pour les jeter sur le panda en espérant que cette fois-ci ça va marcher. Pas facile à pitcher en réunion de production. Et alors tu mets ça dans quel genre? Là je dirais qu'on est dans un film de monstre géant. Normalement c'est classé en science-fiction.
Il n'y a pas de doute quant au fantastique ou au côté éthéré du fantôme ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc oui, c'est plutôt de la science-fiction en général, les films de monstres géants, tout du même. Alors vous, peut-être Starfix, qui a été un magazine iconique justement pour représenter le genre horreur et fantastique en France. C'était une nécessité au départ, c'était une volonté déjà, vous sentiez un problème avec le genre ou vous aviez juste envie d'en parler? Déjà, à la base, c'était notre passion. C'était pas opportuniste, c'était pas créer un magazine pour simplement voilà, faire un coup ou quoi. C'était une passion qui nous animait tous. On était tous de province. Je crois que Boukrieff, Gans et toi, vous veniez. Toi, t'étais pas là, mais c'était des gens d'Antibes. Moi, je venais de Tours. Pascal Auger, décidément, à Antibes, il y a... Et donc, non, on trouvait qu'il y avait des magazines à l'époque en place pour défendre le cinéma plus traditionnel, le cinéma français, le cinéma d'auteur, évidemment les cahiers positifs, Première, Télérama également, qui faisait des articles sur le cinéma d'auteur. Et on trouvait que dans le genre, il y avait des auteurs. Et en fait, on a décidé de le crier haut et fort et de le faire avec les moyens, c'est-à-dire de vraiment... consacrer des interviews, consacrer des dossiers, parfois même des behind the scenes, des coulisses, pour montrer comment ces films étaient là, et puis pour leur donner une noblesse. C'est-à-dire que pour nous, des gens comme John Carpenter, comme Paul Verhoeven, comme James Cameron, même si à l'époque certains d'entre eux débutaient, ils étaient très importants de les représenter et de parler d'eux. Donc voilà, c'est venu comme ça, sans autre raison. Et ce qui est bien tombé, c'est que c'était la première fois qu'on en parlait dans une revue en couleur, avec une iconographie forte et en même temps un discours. Voilà. Mais on était très libre, on pouvait aussi bien consacrer 4 pages à Sam Raimi que 4 pages à Alain Cavalier. Je me souviens avoir fait une rétrospective Julien Duvivier que j'adorais. Et en même temps, on adorait... Voilà, les premiers films hollandais de Paul Verhoeven, qui à l'époque n'étaient absolument pas représentés en France, on ignorait toute sa cinématographie. Et voilà, donc on s'est lancé sans calcul, et ça a duré 7-8 ans. Ouais. Et alors combien de une sur un film français, à Starfix? Je me souviens d'un film, c'était au tout début en fait, et il y a un film qui passait à Avoriaz, où le réalisateur nous a appelés. Nous a dit: j'ai fait un petit film en noir et blanc de science-fiction, je m'appelle Luc Besson, est-ce que vous pourriez venir le voir, et on va être sélectionné à Avoriaz, parce qu'on a démarré en janvier 83. Je crois que le film vraiment était sélectionné cette année-là à Avoriaz, et donc on a vu le film qu'on a trouvé incroyable, vraiment. On s'est dit: mais voilà, c'est possible de faire un film post-apocalyptique français, avec de vrais choix de mise en scène, le noir et blanc, sans dialogue, avec Jean Bouise, avec un inconnu à l'époque, Jean Reno, dont Besson disait: vous allez voir, lui, ça va être une star. On avait du mal à le croire, mais on est allé voir le film qu'on a trouvé formidable, et on y a consacré, on a dû y consacrer au moins 2 dossiers, de 5-6 pages, pour sa sortie en salle, et ensuite sa sortie en vidéo. Donc pour nous c'était inespéré, parce qu'à l'époque le cinéma fantastique français, c'était Jean Rollin, quoi. C'était Les Femmes Vampires, c'était les années 70, c'était tout son charme bien sûr, mais il n'y avait rien. Le dernier combat, vous étiez les seuls à en parler? Oh là là, je sais pas, mais en parler autant sans doute, oui. Oui. Ouais. Et on est resté assez potes avec Besson, parce que voilà, il avait apprécié ce qu'on avait fait sur le film. Et ensuite, on est parti sur ce bouet. On a pu suivre le tournage, etc. On croyait vraiment. Et puis c'était étonnant, parce que ce premier film avait fait peu d'entrées. Il avait bien cartonné à Avoriaz. Je crois que c'était un grand prix, ou c'était un prix du jury, ou un prix de la critique. Enfin, en tout cas, il avait marqué le coup. Et ensuite, on a continué, et puis ça s'est gâté, parce qu'on trouvait que son cinéma ne représentait plus vraiment ce qu'on avait découvert dans le dernier combat. Mais donc voilà, c'était pour nous
c'est marrant qu'on en parle parce que c'était une opportunité incroyable de pouvoir défendre quelque chose de français. Et à part Luc Besson, à cette époque-là? Il n'y avait pas grand-chose, je le disais, il y avait Jean Rollin qui venait de faire un film qui s'appelait La Morte Vivante, avec Françoise Blanchard, qui se tournait dans un château, et c'était à la Jean Rollin. C'était poétique, c'était d'inspiration très picturale, donc on laissait un peu tomber la direction d'acteur, la narration, etc. Mais ça avait son charme, sinon il n'y avait rien. Je me souviens d'un autre film qui, je pense, est passé à Avoriaz, qui s'appelait Clash, de Raphaël Delpar, avec Catherine Alric, qui était pareil, un film de science-fiction très étrange, avec Pierre Clémenti également. Mais on n'avait pas le choix. Il se produisait rien du tout à l'époque. Et on sortait des années 70. Je ne parle pas des années 60, on avait encore des gens comme, évidemment, Franju, toute une période du cinéma fantastique français. Il y en a une quand même un peu qui était assez noble. Mais ensuite, comparé au cinéma anglais, qui était en pleine expansion avec les films de la Hammer, même si c'était la fin de la Hammer, et au cinéma même espagnol, il y avait des petits chefs-d'œuvre espagnols à l'époque, avant le grand âge d'or du cinéma espagnol qui est arrivé 15 ans plus tard. Donc oui, c'était pour nous un peu triste, parce qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais dès qu'on pouvait, on y allait, oui. Et puis il y avait les nouvelles images. Il y avait le début des images générées par ordinateur, qui apparaissaient dans les clips, qui apparaissaient dans les pubs, et avec déjà des directeurs artistiques. Caro Genet naissait à cette époque, avec leurs courts-métrages. Gaspard Noé, c'était les premiers courts-métrages de Gaspard, Tintarella di Luna, Pulpe Amer, et on voyait ça naître. Donc, mais on était surtout concentrés, on n'avait pas le choix, sur les anglo-saxons. Oui, c'est vrai. Oui, là, avant de passer plus à aujourd'hui, peut-être sur les racines de cette période, comment vous expliquez ce problème sur le genre? C'est large, c'est tellement large. C'était des films qui se faisaient sans du tout l'aide du CNC ou l'aide je dirais, des guichets institutionnels. C'était un cinéma qui s'abriquait à l'anglaise ou à l'américaine de façon... c'était l'exploitation, quoi. Il fallait trouver des capitaux privés, il fallait monter son film avec un budget réduit et puis tenter de distribuer en salle. Donc ça n'avait pas grande presse à l'époque, le cinéma fantastique en France, même si on aimait rappeler que l'inventeur du cinéma fantastique c'était Méliès et que l'inventeur du cinéma gore c'était bien sûr Franju avec Les Autres Visages, avant les Américains, mais à l'époque c'était c'était quand même assez désertifié. Donc pourquoi peut-être une culture littéraire du fantastique qui avait du mal à passer à l'image. Et pourtant les grands livres littéraires, les contenus français ont été adaptés par les étrangers. Oui, Maupassant a été adapté aux États-Unis, Vincent Price, je crois, a joué dans une adaptation du Horla. Effectivement, les anglo-saxons se sont inspirés de certains grands auteurs français, mais chez nous, non. Il y avait des téléfilms, je me souviens, il y avait des téléfilms, plutôt pas mal d'ailleurs, le fameux Tribunal de l'impossible de Michel Soubiela, qui à l'époque avait notamment développé un sujet sur la bête du Gévaudan. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'on a travaillé nous sur le Pacte des loups à l'époque, mais bien plus tard. Il y avait des téléfilms adaptés de ce grand ethnologue, écrivain français qui a écrit des tas de contes et légendes de chaque région. C'était fascinant, il y avait une matière étonnante vraiment, qui n'était utilisée seulement que pour les films de télévision, oui, mais pas pour le cinéma vraiment. Une défiance des producteurs, des exploitants qui étaient très influents à l'époque. C'est des exploitants qui parfois commandaient un film, disaient celui-là a bien marché dans ma salle, tu me refais la même chose dans 6 mois. Donc ça marchait pour la comédie, ça marchait pour le polar, ça marchait pour évidemment tout un cinéma d'auteurs français hérité de la Nouvelle Vague ou pas d'ailleurs. On ne peut pas dire que Yves Boisset soit hérité de la Nouvelle Vague, même s'il a bossé dans Positif comme journaliste et tout. Mais il y avait effectivement les polars de Boisset, on appréciait. Enfin, moi j'ai des souvenirs, gamin, d'avoir
vu Le Juge Fayard ou d'avoir vu Un Condé. C'était un réalisateur fort de cinéma de genre. Mais le fantastique, l'horreur, si on décide de s'y tenir, était très très peu exploité, oui. Alors qu'il y avait une matière littéraire, et elle est toujours là d'ailleurs. Et j'encourage tous les jeunes auteurs à se replonger dans ce matériau littéraire qui est super fort. On a des histoires de vampires, des histoires de loups-garous, des histoires de sorcellerie qui sont absolument incroyables, mais qui n'ont jamais vu le chemin de la salle et du cinéma. C'est curieux, à quelques petites exceptions près, bien sûr. Oui, parce qu'on a on a énormément de polars, de films policiers, qui sont des excellents films, qui sont des chefs-d'œuvre. On a beaucoup de... C'est vrai qu'avant les années 80, les films fantastique horreur du cinéma français, ce seraient lesquels? Avant ces années-là, vous voulez dire dans l'histoire du cinéma français, jusqu'aux années 80, ou plutôt enfin, jusqu'à ces 20 dernières années où il se passe des choses différentes. On a Cocteau, on a le réalisme poétique français des années 30-40. Je me souviens d'un film extraordinaire avec Pierre Freinet qui s'appelait Une malédiction qu'une main coupée. La main du un diable. film de Maurice Tourneur, La main du diable. C'est un film génial. Ça, c'était les années 40. Oui, on a eu des films fantastiques. Ouais. Mais films horreur, par exemple, il y en a. Le vrai premier film d'horreur, et c'est un film traumatisant pour beaucoup, c'est Le Franju, c'est Les yeux sans visage, oui, bien sûr. Avec ce toubib, comment dire, chirurgien qui essaie de reconstruire le visage de sa fille. Et c'est un film incroyable et qui avait déjà certaines scènes à l'époque très fortes, enfin très dures. Toutes les images de la transplantation de l'épiderme. C'était des Oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un vrai film d'horreur avec des scènes d'horreur. Donc, et puis ensuite, vraiment c'est Jean Rollin, à la fin des années 60, qui s'est lancé dans quelque chose d'assez français parce que il mêlait l'horreur à l'érotisme. Son truc à lui, c'était les vampires dénudés, et pourquoi pas, enfin, il a créé un genre. Et aujourd'hui, c'est ça qui est amusant, Jean Rollin, qui était un type qui a eu beaucoup de mal à monter ses films, à chaque fois, est une idole dans le monde entier. Oui, il y a des rééditions, des restaurations de ses films en Blu-ray, et on ressort tous les Jean Rollin. Alors c'est quelqu'un qui voilà, pas comme Méliès qui vendait des jouets à la guerre de l'Est, mais qui a eu vraiment une fin de carrière très très difficile, qui avait beaucoup de mal à se produire. Donc oui, alors après c'est théorie que le public français est trop cartésien, qu'il n'accepte pas le fantastique, qu'il n'accepte pas ces dérivations un peu folles. Non, je pense pas. On a laissé ça un moment. On s'est dit non, c'est un truc d'anglo-saxon, c'est un truc d'italien aussi. À l'époque, les Italiens avec Bava et Riccardo Freda et tous les grands tenants de ce gothique italien baroque des années fin 50, début 60 tenaient aussi la corde. Et nous, on était toujours un petit peu effectivement à la ramasse, mais alors qu'on avait tous les éléments pour faire avec. Donc c'est très bien, on a fait un petit point sur le passé. Maintenant, on peut peut-être parler du présent, de vos expériences qui sont différentes, toi en tant que producteur, Xavier en tant que réalisateur. Quelles sont les résistances, les problèmes que vous rencontrez quand vous essayez maintenant de faire du cinéma de genre en France, en français, la plupart du temps? Et qu'est-ce qui fait que c'est compliqué et que... Je dirais que déjà... je dirais que déjà, c'est... En fait, il faut trouver des guichets qui acceptent de lire ces projets. Donc, à l'époque, quand moi j'ai fait mon premier film, qui est Frontières, Canal+ venait d'ouvrir French Fryer via Manuel Alduy, qui a vraiment poussé un cinéma de genre français un peu différent. Et le hasard a voulu que tous les films d'horreur de cette période-là, de 2006 à 2010, ont été des films très extrêmes. Et que ce soit Frontières à l'intérieur, Martyr, et en fait on s'est rendu compte, et je me rends compte encore aujourd'hui,
que là je fais un peu la tournée des festivals dans le monde avec Colskin, et il y a eu un vrai impact qui a démarré plutôt avec Haute Tension de Alexandre Aja, de ce qu'on appelle le French extrême à l'étranger. C'est-à-dire que nos films existent vraiment, ils sont adulés dans certains pays, on se rend compte qu'il y a une vraie demande de certains pays sur ce cinéma-là. Et quand je suis arrivé avec Colskin, par exemple au Mexique, qui est un film très poétique comparé à Frontières, tout le monde nous disait mais pourquoi vous faites plus de films d'horreur aussi trash qu'avant, parce qu'il y a un manque en fait. Et on se rend compte que comme le cinéma bis italien qu'on a aimé dans les années 60-70, on a l'impression qu'il y a eu comme une micro-vague de cinéma d'exploitation français qui a existé et qui est devenu culte, et 10 ans après tout le monde en parle encore. Je parle du monde entier sauf la France. Donc, alors que chez nous, on n'est pas du tout reconnu. Je sais par exemple que Bertrand Taverny déteste ces films-là. Donc, voilà. Voilà. Donc non, je pense que c'est un peu dommage parce qu'en fait, quelque part, on a une vraie identité culturelle, une vraie exception culturelle française, sans reciter qui est vraiment, c'est notre culture en fait. Et quelque part, notre provocation, c'est quelques films qui ont été faits via French Frayeur, marqué, je pense, une envie de paver dans la mare, une envie de révolte d'un système par une bande de jeunes cinéastes un peu inconscients qui avaient envie de changer un peu. Je pense que c'était aussi extrême parce qu'il y avait une envie de changer un peu les choses, de montrer qu'on pouvait faire comme les autres, qu'on pouvait faire comme les Américains. Donc on a été un peu plus loin, on a poussé un peu les curseurs, et ça n'a pas été trop bien vu chez nous. Par contre, à l'étranger, ça a été perçu comme une vraie fraîcheur, une vraie révolte. Et je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti de cette vague-là. En fait, il y a une dizaine de cinéastes qui sont nés de ce mouvement, et je pense qu'il faut qu'on continue de faire ce cinéma-là, qui aujourd'hui perdure justement avec Julien Ducorneau et Grave et Revenge de Coralie Farja. Donc je pense que c'est bien, mais 2 films en 10 ans, c'est trop peu. Mais donc on voit que c'est une nouvelle génération qui arrive, mais entre les deux, tous les cinéastes de cette génération, de celle dont tu parles, de Frontières, de tout ça, tout le monde s'est quand même plus ou moins exporté. Ah bah oui, moi j'ai fait un film français en 10 ans, donc j'ai pas réussi à monter un autre film en France parce que c'était impossible, et j'ai tout de suite été aspiré par Hollywood. C'est-à-dire que dès que Frontières est passé sur une projection à Toronto en 2007, on m'a tout de suite proposé un film de studio américain. Mon 3e film, qui est The Divide, que j'ai essayé de monter en France via des fonds français, personne n'en a voulu, mais ça s'est fait aux États-Unis. Tu as toujours commencé à essayer de les financer en France? À chaque fois. Et ça s'est jamais. Colskin, on a démarré le financement en 2009 et il s'est tourné en 2016, donc c'est quand même beaucoup de temps, mais on a essayé de le faire en France d'abord. Et personne ne voulait y aller. Quand on proposait à des agents français, on se prenait des refus pour les comédiens, et quand quelques comédiens acceptaient de nous dire ce qu'ils ont pensé du script, ils nous disaient ouais, nous les créatures marines, on n'y croit pas trop, ça n'existe pas, je ne sais pas, peut-être que oui. Mais on a des doutes. On a des doutes, mais non, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la cryptozoologie en France. Et pareil pour Crucifixion, qui est une commande américaine, et donc finalement mon prochain film français, c'est une comédie française. Budapest. Budapest, qui sort au mois de juillet. Très bien. François, en tant que producteur. Oui, c'est marrant que tu racontes. Il y a une espèce d'explosion au début des années 2000. On est venu avec un film d'Éric Valette aussi, ici à Gérardmer, qui s'appelait Maléfique, oui. Qui faisait partie avant les French Frayeur. On avait essayé de créer les B-Movies avec Fidélité Productions, avec Marc Buissonnier et Olivier Delbosque, qui à l'époque avait fait un carton avec un film qui s'appelait Promenons-nous dans les bois. 700 000 entrées, je crois. Ouais, 700 ou 800 000 entrées. C'est ce qui a lancé la vague des oui, qui est une sorte de Scream en fait à la française, qui se passait dans un manoir dans la forêt, avec un cast plutôt sympa. Je crois qu'il y avait François Berléand d'ailleurs dans le film. Oui, et puis il y avait quelques petits jeunes. Et le film avait fait contre toute attente un score insensé quoi. Et donc d'un seul coup, parce que c'est un peu hypocrite. On fait du cinéma d'auteur en France, mais on regarde aussi beaucoup ce qui rapporte en France. Donc, d'un seul coup, le cinéma de genre français se mettait à marcher. 800 000 entrées, c'est un gros succès.
Donc ça nous a permis, nous à l'époque, à Canal+ Écriture, qui était une structure de développement de cinéma de genre, de pouvoir aligner un certain nombre de développements, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais Maléfique, avec un huis clos. En fait, c'était un petit peu le trou de Jacques Becker, revu par Lovecraft. Qui est un film qui tient bien toujours la rampe, je crois, avec Clovis Cornillac, Philippe Lodenbach et un scénar écrit à l'époque par Magnier et Charlot, qui sortaient des Guignols. C'était leur premier scénar de genre. Et donc c'était à l'époque de Calvert également. Hein, Tout à fait. Et que tu as écrit. Et donc voilà, on a profité de cette ouverture pour on a aligné plusieurs. On a fait un jeu d'enfant aussi de Laurent Tuel avec un cast qui nous a permis, Charles Berling et Karine Viard, qui est une sorte de huis clos polanskien aussi sur deux enfants qui n'étaient pas nets et qui s'acharnaient sur leurs parents, qui était pas mal. Donc on a utilisé ce créneau-là à ce moment-là. Mais ce qui est marrant, effectivement, c'est que ça s'est lâché grave en fin 2000, avec des films qui étaient très durs, très intenses, qui étaient quasi tous systématiquement moins de 16, voire moins de 18. Donc il y avait vraiment la commission de classification du CNC qui a tout de suite réagi très brutalement. Mais on sentait que c'était comme quelque chose qui s'ouvrait et que tout le monde s'y engouffrait. Vous, par passion, et genre, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu s'exprimer et tellement allons-y, sans trop, doser, quoi. Donc ça en mettait plein les murs. Et je crois que ça a un petit peu aussi fait peur ensuite aux financiers, aux chaînes, parce que c'était trop intense, en fait. Mais est-ce que c'était rentable? Je pense que c'est des films qui se sont très très bien vendus À l'étranger. Donc c'est pas une histoire de rentabilité. La Frontière, par exemple, pour vous donner un peu une idée des chiffres, sur ses ventes internationales dans le monde, après Toronto, on annonce des préventes à plus de 4 millions. Le film en a coûté 1,3 million. Donc le film est déjà remboursé sur l'international. Le film fait plus de 100 000 entrées en France et vend plus de 150 000 Blu-ray DVD. Donc c'est vraiment une super affaire. Alors que le film a vraiment coûté très peu d'argent, que les équipes ont fait énormément d'efforts pour que le film existe. Donc c'était, et pareil pour l'intérieur, pareil pour Martyr, c'est des films qui ont tous rencontré un certain succès à l'étranger et ont atteint la barre limite des 100 000 entrées, qui est aujourd'hui considéré comme un gros succès grave, fait 100 000 entrées. Et à l'époque, nos films ont atteint ces sommes-là aussi. En fait. Martyr a fait 100 000 entrées. 100 000 entrées, Mais justement, on peut peut-être parler de... Donc ces films sont rentables, mais à l'étranger. Mais du coup, en fait, le barrage se fait plus dans le système de production français, où les films sont financés par les chaînes de télévision. Le vrai barrage, il est venu des exploitants dans cette période. Il y a aussi, voilà, c'est ça, c'est toute la chaîne, en fait. C'est-à-dire de la conception par les financiers jusqu'aux exploitants. Il y a eu deux petits événements qui ont vraiment cassé le système. C'est au moment de la sortie de Saw 3. Il y a eu, qui était un film d'horreur interdit aux moins de 18 ans. On n'avait plus de film interdit aux moins de 18 ans en France, à part du X, mais là c'était de l'horreur, et d'un coup, ça a fait la une de tous les papiers, un film interdit aux moins de 18 ans exploité en salle en France. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un contrôle d'identité dans une salle de Rony, je crois, en banlieue parisienne, où finalement les gamins de banlieue sont arrivés sans leur papier d'identité. Et on a voulu les contrôler, ils n'avaient pas leur papier, donc finalement ils ont créé une émeute dans le cinéma, mais qui est venue d'un contrôle d'identité, #police, et donc les gamins se sont sentis persécutés. Et forcément, ça s'est répercuté sur la violence de Saw 3, comme quoi c'est à cause de Saw 3, on a stigmatisé finalement la violence de ces gamins à travers ce film-là. Et donc les exploitants ont dit, ils appelaient ça le public à capuche, ce qui est un petit peu réducteur et raciste. Et finalement, tous nos films qui sont arrivés derrière et qui étaient à moins de 16 avec avertissement ou moins de 18, au début, Frontière, on a pris à moins de 18. Et ensuite, on est retourné au créneau et on a eu à moins de 16 avec avertissement. Mais on a perdu 80 salles qui ne voulaient pas du film parce qu'on était trop extrême. Mais pas parce que c'était violent, c'est que ça a attiré un public qui voulait voir ce genre de cinéma. C'est ce qui est arrivé à Banlieue 13 aussi. Oui. Donc c'est pas juste parce que les films sont extrêmes, c'est vraiment parce que
on ne veut pas d'un certain type de public. Sur Taxi, ça les dérange moins quand même. Ah ben non, parce que Taxi, ça ramène des millions et des millions. Et tu veux dire qu'il y a l'idée qu'un film d'horreur va pervertir. Il y a encore cette idée en France qu'on va pervertir la jeunesse ou on va pervertir des, oui, des et en même esprits temps, faibles qui vont se mettre et en au-dessus même de temps, tout le monde. c'est ce qu'on demande à un film d'horreur, c'est de transgresser, c'est d'aller plus loin, c'est de déborder. Sinon, s'il n'a plus cette identité-là, et beaucoup ne l'ont plus. On ne va pas citer trop de titres, mais il y a des grosses productions américaines aujourd'hui qui sont totalement lyophilisées et qui sortent pour un public de maximum moins de 12, PG, PG-13, là-bas. Donc c'est cruel de bloquer un genre pour ce qu'il a de plus justement particulier. Et c'est vrai que ça a beaucoup refroidi les exploitants qui se sont découragés. Nous, on a fait un film qui s'appelait Insensible. On avait fait attention de ne pas aller dans les gros plans, de ne pas aller dans la complaisance. Mais c'est un sujet dur sur des enfants, ça impliquait en plus des enfants. Pendant les guerres civiles espagnoles, un sujet assez. Voilà, enfin, un film assez réaliste. C'est prêt à moins de 16, et comme le disait Xavier, on a perdu beaucoup de salles. Alors que le film était. On parle de Saw là quand même. Okay, c'est du Saw, c'est du Tom et Jerry de l'horreur quoi. Donc là on parlait de films quand même beaucoup plus ressentis, beaucoup plus écrits avec des thèmes adultes. Et hop, moins de 16. Donc ça aussi, ça a contribué à décourager beaucoup de producteurs et beaucoup de décideurs, sauf les télés qui ont suivi. Comme Canal, par exemple, parce que ça permettait à Canal de garder une identité à part, de se distinguer, ce qui est de plus en plus difficile pour eux aujourd'hui. Mais à l'époque, en tout cas, à l'époque des French Fryers, c'était ça, ils étaient derrière quasiment tous les French Fryers. Et justement, tu parlais de Manuel Aduy tout à l'heure. Manuel, il est parti travailler pour la Fox, je crois. Il est parti, voilà, parce que Canal, à un moment donné, il avait fait le tour, quoi. Il n'arrivait plus à faire ce qu'il voulait faire. Surtout depuis l'arrivée de Bolloré ou... Oui, effectivement, oui. Depuis l'arrivée de Bolloré, c'est très édulcoré, Canal. C'est-à-dire que dès qu'on propose un film un peu... Comme je sais que Kolskin, on s'est fait jeter, Crucifixion, on s'est fait jeter. J'ai essayé de monter un film de fantômes en France. On s'est fait jeter parce qu'on m'a dit, bah ouais, mais les fantômes, ça n'existe pas. J'ai fait, vous n'avez pas le droit, il me dit, ouais, mais les fantômes, quand même, qui croient à ça. À ce moment-là, on ne fait plus d'extraterrestres. Donc, oui, ça n'existe pas. Donc... Et avec toujours comme miroir assez grinçant ce qui se passait en Espagne, ce qui se passait en Scandinavie, en Angleterre, où on a vu à cette même période des tas d'auteurs passionnants. Pendant qu'ils font mort, sans faire rien. Ou en Belgique. Oui. Donc, oui, une fois de plus, c'était pas une humiliation, mais une espèce de retour à l'envoyeur qui nous bloquait, qui nous condamnait à cette malédiction du cinéma de genre français. À chaque fois, des raisons différentes, culturelles, économiques, et ensuite, oui, pour des chaînes de décision de la télé à l'exploitant. Mais en même temps, 2018, combien de films réalisés par des Français on a en compétition, tout du moins au festival cette année 4, 5. Gérardmer, c'est une très bonne année pour le... C'est incroyable quand même. Et des films d'un genre très très différent, enfin de couleurs très différentes. Entre le Dominique Rochet, entre ton film, entre le film de Coralie Farja, le film de Pascal Logier. C'est incroyable. C'est vrai que ce sont des films qui sont montés en coproduction à l'international. Avec les États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Toi, tu es en coproduction. On est France-Espagne. France-Espagne. Mais bon, ça nous ramène aussi à un certain cinéma de genre français ou des années 60 qui était de la coproduction. Après, malheureusement, on a quand même été obligé de tourner en anglais. Pascal sait tourner en anglais, et nous, on est tourné en anglais également. Et Coralie. Coralie, c'est en majorité anglais, oui. Mais quelques dialogues français et puis des personnages français. Mais après, voilà, c'est sa personnalité. Elle est allée le faire au Maroc, je crois.
Et toi aussi, c'est ta personnalité, c'est ton goût d'un certain cinéma poétique des années 60, 70 que tu as pu recréer. Ce qui se passe, c'est que en 2 ans, j'ai pu faire un film américain, un film européen. Et en fait, sur le film américain, impossible de garder sa personnalité européenne. Et sur Colskin, c'est un film que tu traînes pendant presque 10 ans. Et là, tu fais le film que tu veux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me renvoie des choses d'Amérique, des États-Unis, où je dis non, puis j'essaye de monter mes trucs avant en Europe. Oui, si j'allais te poser cette question, on pourrait se dire, si tu peux faire tes films aux États-Unis, tout va bien. Mais... non, parce qu'en fait, c'est un système industriel. Donc en fait, on rentre dans une technique où on est juste le technicien du studio. On nous donne un scénario et on a une petite chinoise sur Fiction, la productrice, tous les matins, elle arrivait, elle me disait bonjour, faisait good morning, today is Scare Jump. Donc je disais non, mais c'est nul, il faut essayer de faire un peu d'atmosphère et tout. Et elle, c'était Scare Jump. Toutes les 2 heures, elle me disait Scare Jump. Pas besoin d'expliquer ce qu'est le Scare Jump. Donc il fallait faire des Scare Jump et à un moment donné, je lui dis donc sursauter, des donc, clichés. aller chercher un chien, donc on était en Roumanie, au fin fond de la Roumanie profonde. C'est le meilleur Scare Jump, c'est avec le chien. Voilà, en fait, il fallait qu'il y ait un chien qui saute sur la vitre, et en fait, c'était pas du tout écrit dans le scénario, mais je suis avec l'actrice et elle doit observer quelqu'un à travers sa fenêtre de voiture, il pleut, elle regarde une vieille ferme abandonnée, puis c'était tout. La séquence était atmosphérique dans cette ambiance-là. Et donc elle pète un câble, la productrice, pour qu'il y ait, parce qu'elle se disait, il se passe rien, mais en fait il se passait tout dans le jeu de la comédienne. Donc il n'avait pas besoin de Scare Jump, mais on a été chercher un chien un peu malade dans la ferme d'à côté, avec un paysan roumain qui nous l'a ramené pour avoir un peu d'argent. Et comme le chien ne voulait pas sauter sur la voiture, donc le directeur de production roumain a été chercher des petits chats. Il a posé sur la voiture, il tapait avec les petits chats sur la voiture, et l'actrice anglaise qui était dans la voiture, qui hurlait en disant qu'il va manger les chats parce que le chien s'est enragé. Et donc ça donne des situations où pour faire sauter le chien, t'as l'actrice qui se barre parce qu'elle a peur qu'on fasse mal au chat. Enfin bon, c'était... voilà. Là, dans le récit là, du dernier, de la dernière suite de Massacre à la tronçonneuse, qui a été fait par des Français, ils racontent qu'on les a laissés assez tranquilles. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire leur film. Alors ma question c'est, est-ce que c'est toujours sur le tournage que ça part en vrille, ou est-ce que tout de suite c'est au montage souvent. C'est-à-dire qu'au tournage, ils te disent ouais c'est super, ok tu fais ce que tu veux. Moi quand j'ai fait Hitman, les mecs j'ai jamais vu personne. Il y a une nana de Fox qui était là pendant tout le film, on tournait le script, tout allait bien. Et Besson qui est venu 2 fois, mais lui il était exécutif pour le film, donc il me laissait vraiment faire ce que je voulais. J'ai eu tous les moyens qu'on voulait étaient mis à notre disposition pour faire le film. Et à la fin, on finit le film, donc c'est un film avec beaucoup d'infiltration, très peu d'action, vraiment dans l'esprit du jeu vidéo. Et les exécutifs de Fox voient le dernier Paul Greengrass, je crois que c'est La mort dans la peau, avec la scène dans la gare, tout à l'épaule, il y a de l'action tout le temps. Et ils regardent Hitman, puis Hitman n'est que atmosphérique, des plans fixes au steadicam qui suivent le personnage. Et là ils disent ah non, il faut absolument qu'on shoote des scènes d'action, il faut rajouter une scène de bagarre avec des sabres et tout. Et puis, c'est pas Scare Jump, c'est chez Kika. Là, c'est chez Kika, mais les mecs qui se battent, mais c'est du délire. C'est-à-dire que les mecs veulent absolument ça parce que ça vient de sortir et c'est marché. Et donc, tu as des discussions surréalistes ou tu n'as même pas de discussion dans le genre de... pas de discussion. C'est comme ça. Ouais, et puis là, à ce moment-là, je suis au montage quand la décision se prend de rajouter ces séquences-là. Donc, tu as eu des reshots même sur Hitman? Ah oui, il y a eu des reshots. Donc, il s'appelle Luc, il dit ouais, on peut tourner une scène avec des sabres et tout. Donc, lui, il fait bah, je tourne les Minimoys 3. non, mais on a dû le faire en fait. Mais après, c'est comme en publicité, c'est-à-dire que c'est un film de studio, donc tu réponds à la demande du studio, et toi quand tu as 30 ans, tu dois faire un film comme ça, tu sais pas forcément que tu penses que c'est ton film, mais tu fais le film des producteurs américains qui t'ont engagé pour le faire. Oui, c'est la grande différence, c'est-à-dire aux États-Unis, la Final Cut c'est le producteur, le propriétaire du film c'est le producteur. En France, l'auteur, le réalisateur a son Final Cut, bien sûr. Il y a des producteurs qui peuvent influencer, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, mais c'est l'ultime Final Cut appartient au metteur en scène.
Donc je pense que quelques Français sont partis aux États-Unis, notamment même Eric Valette, a fait un remake d'un film de Takashi Miike là-bas. Il a fait son montage, je me souviens, il m'a dit je suis rentré avec mon montage en DVD dans ma poche. Et puis derrière, Patrick Lussier, qui est un personnage diabolique, qui est un spécialiste du remontage d'auteurs européens qui viennent s'aventurer aux États-Unis, arrive et remonte ou retourne, fait des reshoots pour les producteurs, notamment les Weinstein à l'époque. Ouais. Et oui, c'est le récit là, du dernier Massacre à la tronçonneuse. Ils ont expliqué qu'ils avaient 2 cuts sur leur contrat. Ils ont fait un premier montage, on leur a fait des réflexions. Un deuxième montage avec cette ambiance où tout va bien, tout le monde est poli. Et puis après, en fait, ils ont juste pris leur billet de retour et le film s'est terminé sans eux. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. Et c'est juste pour dire, c'est pas propre au film de genre, parce que c'est exactement ce qui est arrivé sur le remake de LOL, qui était réalisé par la même réalisatrice. Elle est partie aux États-Unis faire son film, elle a fait son cut, ils lui ont dit merci, ils lui ont mis dans l'avion, et puis à la sortie, c'était plus du tout le même film. Donc c'est la façon de faire des studios américains, c'est comme ça, voilà. Mais on ne peut pas se retrouver aux États-Unis être dans ces films parfois indépendants qui eux, font pas du... Comme le modèle Blumhouse, Est-ce que ça peut... qui arrive et qui a un peu changé les choses, parce qu'il y a eu beaucoup de films Blumhouse. Blumhouse, c'est pas du tout du cinéma. Moi, je les connais bien parce que je les vois régulièrement sur les projets. Et en fait, c'est du mini-studio. C'est-à-dire que vous faites quand même... c'est-à-dire qu'on vous donne l'illusion d'être un peu plus auteur. Et Crucifixion, c'est vraiment un modèle Blumhouse. Malheureusement, il y a le talent de Jason Blum derrière, où finalement on nous a dit voilà, tu tournes ce film-là, tu le fais, on l'a tourné. On nous a appelé pour faire pas des retakes, mais des scènes additionnelles après le montage. C'est-à-dire qu'on a monté le film. En fait, on s'est rendu compte que le tournage et le montage n'est qu'une phase du développement. C'est-à-dire qu'on regarde le film fini, et là les producteurs décident de rajouter 3 jours de montage, 3 jours de tournage pour ne tourner que des Scarjum. Donc on s'est retrouvé à tourner un chat qui saute, Un vieux chien roumain. Achète un chien. Achète un chien. Non mais c'était fou. C'est-à-dire qu'on a eu 3 jours et des scènes explicatives avec un vieux journaliste à New York qui, toutes les 5 minutes, appelle l'héroïne en lui disant tu en es où? Et alors j'ai vu un tel, il m'a dit d'aller là, donc je vais là. Blum, je crois, a accordé un final cut à Shyamalan. Juste pour un budget où tout le monde est d'accord dès le départ, tu as 1 million et tu es libre. Et là, tu peux rendre ton cut. Je n'interviendrai pas. Mais le C'était sur avec des auteurs. Split ou le Split, ouais. Split est celui avec les 2 gamins chez les grands-parents aussi. The Visit. The Visit. Donc c'était le cadeau, c'était tu as ton final cut. Mais sinon, il a une main très présente sur Donc les États-Unis ne sont pas le Nirvana. L'Europe? Faut le savoir. Je crois qu'il y a des Français qui partent là-bas, qui le savent et qui tentent le coup quand même. Et je pense que Bustio Mori, ça s'est bien passé. Il y a eu une bonne ambiance de tournage. Voilà, sauf que il est convenu qu'à la fin, c'est pas eux qui décident, quoi. Mais ils sont revenus et ils sont pas vraiment contents du film. Ouais, ils ont pas l'air de dire qu'ils vont y retourner tout de suite. Non. Mais alors en Europe, ça se passe comment? Comment tu as monté le Kolskin justement En fait, on est parti en Espagne et c'est quelque part grâce au film La Promesse, qui est un film avec Oscar Isaac et Christian Bale, qu'on a pu faire le film. Parce qu'en fait, ce film a coûté 90 millions d'euros. Et on a eu une part du financement espagnol, une petite part du vendeur international Technologie, Grégoire Melin, qui nous ont aidé vraiment à monter le financement aussi pour le film. Et il restait de l'argent de The Promise pour faire Kolskin. On a fait Kolskin comme ça. Plus le tax rebate des îles Canaries qui est hyper intéressant, qui nous a permis vraiment de compléter le financement en fait. Donc on a dû tourner tout aux îles Canaries. Mais quand tu dis que ça t'a pris 7 ans, c'est 7 ans de recherche de financement ou c'est 7 ans pour trouver la formule pour faire le film. C'est-à-dire qu'on a la première année, c'est tu lis le livre, tu l'adaptes, tu retravailles sur le scénario, donc ça te prend déjà plus ou moins 2 ans. Ensuite, j'ai tourné The Divide entre-temps. Derrière, on va chercher encore de l'argent, on se rend compte que le film est trop cher, que l'acteur qu'on a en tête, ça ne va pas forcément être suffisamment bankable pour trouver de l'argent par rapport au budget qu'on a demandé. On se rend compte qu'on est trop cher, on fait un premier tour de marché,
et on se dit, bon bah, le film était budgété à 15 millions au départ, donc on réécrit pour descendre le budget à 12, on part sur un autre casting, on va chercher d'autres studios, on se rend compte que les studios ça marche pas, on va chercher des coproductions avec des pays comme le Canada, pour essayer de faire une première formule, donc et à chaque fois c'est un tour de marché. Donc et tu peux pas faire 2 tours de marché la même année. Donc tu fais une formule, tu vas à l'AFM, tu vas à Berlin, à Cannes, tu te rends compte que le film est trop cher, que tu n'as pas le casting qu'il faut, et que la copro avec le pays envisagé ne marche pas. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule. La dernière formule c'était Espagne, France, Canaries. Avec des acteurs anglais, pas trop connus, pas trop chers, et là on a fait le film. Insensible de Juan Carlos Medina, dont le deuxième film vient de sortir, qui s'appelle Le Golem de Londres, et que je conseille. On a fait ce film, on a démarré ce film avec Antoine Simkin, mon coproducteur en France. C'est un film qui devait se tourner en France, et qui racontait comment des enfants atteints d'un mal étrange qui les rend insensibles à la douleur étaient confinés dans un hôpital, dans les Pyrénées, etc. Et ça se passait sur 30 ans, le film. Ça démarrait pendant l'occupation française et ça finissait pendant la guerre d'Algérie. Ça avait beaucoup à voir avec l'emploi de la torture pendant les conflits, etc. On n'a pas pu monter le film en France. Je me souviens, ça intéressait Cassel. Mais Cassel avait beaucoup à faire à l'époque. Il allait faire un film de Cronenberg, il allait faire, etc. Mais je crois que ça intéressait moins l'agent. Donc on s'est dit, bon, on ne trouvera jamais ce budget-là pour faire un premier film avec un premier réal, avec un sujet super fort, enfin, un scénar vraiment, vraiment solide. Et donc, Juan Carlos Medina, il est français mais aussi espagnol. On s'est dit, on va tenter une coproduction avec l'Espagne et on va adapter toute l'intrigue à l'Espagne. Donc, ce qui se passait pendant la Seconde Guerre en France est devenu la guerre civile en Espagne, et l'Algérie en France est devenue les factions anarchistes au début des années 60 et harcelées par le gouvernement franquiste, bien sûr. Et donc on a réadapté notre film, et ça nous a permis de monter une coproduction avec l'Espagne et le Portugal, d'aller chercher de l'argent chez Eurimage, qui est un fonds européen. Et comme le film avait aussi, c'est pas un film d'exploitation, c'était un film c'est un mélodrame historique. Et on a pu monter le film comme ça, et ça a pris 7 ans. Ça a pris pour Kulskin à peu près. Et on a dû vraiment totalement shifter notre profil de production. Et on s'est retrouvé avec un film majorité espagnole, alors que c'était un développement français et un début de financement français en fait, avec Canal+, avec Ciné+, et un distributeur, c'était Wildside, c'était One Punch qui faisait la distribution et Ed Driver qui faisait les ventes à l'étranger. Et on n'a pas eu le choix que de repartir en Espagne pour le fabriquer, ce qui se fait à l'arrivée. Et c'est un film en plus très senti. Enfin, il se trouvait que Juan avait dans sa famille des gens qui avaient bien sûr traversé la guerre civile de façon plus ou moins dramatique. Et le film maintenant est considéré comme un film de cette vague espagnole qu'il y avait à l'époque, Balaguerro, Amenábar. Alors que non, en fait, c'est un film français, mais qu'on a pu faire seulement en partant d'Espagne. Donc parfois, ça prend des détours incroyables. Donc, par rapport aux difficultés du cinéma transgenre, il y a peut-être une voie vers un cinéma de genre européen, puisqu'il y a apparemment beaucoup de coproductions européennes. Moi, je sais que c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant que j'ai compris, je suis passé par la Kulskin. Maintenant, je sais que mon prochain film, la première réaction que j'ai eue, c'est d'aller en Espagne tout de suite et d'essayer, parce que j'ai quand même distribué mon scénario en France, mais personne l'a lu. Normal, les scénarios sont pas lus. Voilà, j'attends des réponses, mais ça fait. Ils l'ont pas lu parce qu'il était étiqueté genre. Non, mais c'est qu'ils l'ont pas Ils lu. lisent pas beaucoup les Je scénarios. les ai relancés, ça fait 6 mois, il y en a qui n'ont pas lu au bout de 6 mois. Parce que c'est vrai que même en dehors du genre, souvent, il n'y a pas la lecture du scénario n'est pas une chose qui se fait rapidement. C'est un délire en fait, parce que t'envoies tes scripts, tu sens que les mecs ne lisent pas. Non, mais c'est long. C'est hyper long, et donc au lieu de l'attendre, bah, tu vas ailleurs. Et là, en 48 heures, tu as des producteurs et des productrices qui ont fait des énormes films là-bas qui te répondent de suite. Donc forcément, tu vas où on te répond. Mais est-ce que ce qu'on appelle le film d'auteur en France, c'est un frein, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Parce que la plupart des films d'horreur, il y a énormément de films d'horreur qu'on peut appeler des films d'auteur par ailleurs. Donc, est-ce que c'est c'est hors sujet, ou est-ce que c'est un frein? Non, c'est le futur. C'est le futur, et il y a un film incroyable qui a montré ça l'an dernier, c'est Grave.
qui a, fait polémique, comme tous les films forts, il a fait polémique, bien sûr, mais je trouve que c'est un film très très fort, parce que c'est à la fois l'expression personnelle de quelqu'un, et en même temps, elle n'a pas peur d'aller dans le genre et de faire de pousser très loin ces fameuses séquences dont on parlait tout à l'heure, qui sont des séquences qui mettent le malaise, comme Cronenberg pouvait mettre le malaise dans ses premiers films, ou plein d'autres auteurs qu'on adore, comme David Lynch, ou Verhoeven, voilà. Donc moi, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu avec Kate Forzani, en fait. C'est que c'est des personnes, des réalisateurs qui ont une vision très précise, très personnelle, très, très intime, mais qui reprennent des codes d'un certain cinéma d'exploitation européen des années 60, 70, le giallo pour pas le nommer, ou là, pour laisser bronzer les cadavres, ce qu'on appelle le poliziotteschi, le polar italien, franco-italien des années 70. Donc, on y va en disant, regardez, c'est un film un peu pour le marché quand même. Il y a des scènes de meurtre, comme dans le giallo traditionnel, c'est baroque, c'est du bava. Et en même temps, ils ont une façon à eux de revisiter cela, à mes yeux, de le réinterpréter et de le pousser plus loin, qui peut parfois leur faire porter ce statut d'auteur. Donc, on tente au CNC par exemple, on tente dans les régions, on dit regardez, ce n'est pas du cinéma d'exploitation, ce n'est pas du cinéma du samedi soir, c'est du cinéma personnel, intime, avec, comme on l'attend d'un auteur français, une expression personnelle. Donc, moi je crois beaucoup à ça en fait. En gros, c'est parfois de faire du Argento en disant que c'est aussi du Cardoni. Ou c'est de faire du franc-jus, mais en disant oui, mais c'est aussi du Cardoni, etc., etc. Et pour la langue, ça peut marcher pour un guichet qui est important pour nous et qu'on décroche quasiment jamais pour un cinéma de genre, qui est l'avance sur recette, par exemple. Voilà, il y a très très peu de films qui ont obtenu l'avance sur recette, qui sont des films de genre personnel, mais de genre quand même. Dès qu'on sort un couteau ou un gun à l'avance sur recette, c'est mal barré, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est, sans être trop calculateur, je pense que c'est une voie vraiment très intéressante. Le film de Coralie Farja est à la fois un film d'exploitation et en même temps d'expression très personnelle de sa vision d'un genre qui, dans les années 60, 70, enfin surtout 70, le Rape and Revenge était un genre assez masculin. Donc il y a, je pense, quelque chose à jouer là. Voilà. Et on peut noter que justement ce que tu dis, c'est que dans toutes les cinématographies de genre hors de France qui ont émergé, que ce soit dans le nord de l'Europe ou dans le sud, qui étaient en concurrence avec le jumpscare américain, à chaque fois c'était quand même des visions d'auteurs avec une identité culturelle forte. Morse, c'est pas du jumpscare. Les films espagnols sont très écrits, souvent en rapport avec la politique, avec un vrai fond. Et c'est effectivement ce qui fait la différence. Même le cinéma d'Asie, avec sur le cinéma de genre, qui est en concurrence avec le cinéma américain, qui est très codifié, c'est ce qui fait la différence. Donc, dans le cinéma français européen, c'est ce qu'il faut essayer de chercher. C'est ça, effectivement, je pense, qui est une dimension quasi sociologique, en fait. Qui existait déjà chez Wes Craven. Wes Craven ou Carpenter faisait aussi du cinéma sociologique américain, sauf que Samuel Fuller aussi. Samuel Fuller, enfin, sauf qu'il livrait ce qu'il fallait pour les drive-in et pour le public des Double Bills et de la 42e rue sur New York. Donc, je pense que c'est ça, il faut avancer un peu masqué, il faut être un peu malin, et dire bon bah voilà, c'est vraiment c'est du cinéma d'auteur, c'est du cinéma d'expression personnelle, c'est tellement large aussi c'est d'auteur que voilà. Mais en même temps, vous allez aussi en avoir pour votre argent, quoi. Et moi, dans Grave, il y a des scènes qui me terrifient, il y a des scènes qui me mettent mal à l'aise, il y a des scènes qui me font découvrir un monde que je ne connaissais pas, la prépa vétérinaire, et je trouve qu'elle a fait très fort pour ça. Et donc, il faut convaincre chez nous en France avec ces armes-là, je pense. Et dire non, lisez la note d'intention, ce film n'est pas là seulement pour faire de l'argent, n'est pas là pour remplir une case sur Canal+, le samedi soir ou le vendredi soir. Duvels fait la même chose quand il fait Calvaire ou quand il fait Vignane.
Mignane renvoie beaucoup à un certain cinéma d'exploitation italien des années 70, presque un cinéma de jungle, inquiétant, le dernier monde cannibale de Deodato et tout. Sauf qu'il il colle une dimension qui lui est très personnelle, qui est ce regard qu'il a sur le couple et sur voilà, ce couple sans enfants qui d'un seul coup va se faire dévorer par ses enfants sur nombreux. Donc voilà, je pense que ça c'est une espèce de voie à suivre. Mais en même temps, il ne faudrait pas à chaque fois ramener un alibi sociologique, culturel à tout prix. Moi j'aimerais bien faire un film du samedi soir tout simple. Et ça c'est dur. Hein. Oui, mais le contexte n'est pas le même, puisque nous, ça reste de la télévision, donc effectivement, on nous encourageait. Quand on a d'abord proposé, c'était pas une série au début, effectivement, c'était un téléfilm, pour faire un téléfilm avec deux monstres, effectivement, qui n'avaient, on va dire, pas de prétention, mais qui effectivement étaient proposés comme ça. C'était de l'exploitation pure et dure, ça le reste, avec, on l'espère, un fond derrière. On va pas parler de sociologie ou autre quand même, c'est pas tout à fait dans l'écriture, mais il y a de l'écologie, du machin, qui est souvent noté par les gens en comité de lecture, en disant oh, il y a un côté écologique avec les coccinelles. Oui, bien sûr, évidemment. Et ça fonctionne d'ailleurs, hein. Il dit oui, tout à fait, c'est fait exprès. Donc là, oui, c'est un peu le contraire, puisque France 4 l'a regardé, a lu le scénario et a dit donc effectivement à 20h30 c'est pas possible, ça va pas le faire du tout, mais il y a quelque chose qui nous intéresse, on vous balance au web et il faut que ça devienne une série, c'est-il possible? Oui. Est-ce que vous pouvez saucissonner le truc et qu'il y ait un cliffhanger toutes les 10 minutes pour que ça devienne de petits épisodes? Donc nous, comme c'était les débuts, évidemment, hein, on a tourné notre veste en 4 secondes et on a dit oui, aucun problème, on peut le faire, quoi. On peut pas, au début il était question de faire genre 10 fois 26 minutes, des choses comme ça. Là, je dis toujours nous avec mon co-auteur, ça nous a paru tout d'un coup compliqué de faire un kaiju de 4 heures, avec les personnages qui commençaient à discuter beaucoup entre chaque scène, etc. Donc ça devenait, c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire, ça devenait chiant. Donc en web-série, on a dit c'est l'inverse, il va falloir tout resserrer à mort. On savait aussi que l'économie allait en prendre un très sérieux coup, même par rapport à un téléfilm. Mais effectivement, on en parlait tout à l'heure, ça a permis que c'est le mérite d'exister, quoi. Mais là, effectivement, on nous disait, nous, on veut du clic, puisque c'est proposé comme de l'exploitation, donc faites n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas énormément de films d'horreur en prime time, ils auraient pu le diffuser plus tard. Alors, le web t'a permis de la liberté? C'est pas le web, donc il n'y a pas le code de censure, il n'y a rien du tout, hein, donc on n'est que sur le web. Nous, c'était écrit de manière iconoclaste, c'est pas une parodie, on le présente comme un hommage avec la larme à l'œil au film de monstres des années 60, mais avec des personnages complètement délirants qui sont face à cette situation, qui ne savent pas du tout comment réagir et qui prennent des décisions assez à côté de la plaque. Et donc nous, on nous disait effectivement d'aller le plus loin possible là-dedans. On voulait absolument rajouter aussi une scène de fesses ou deux, donc ils ont dit il n'y a aucun problème, allez-y, c'est moi qui ai rappelé en disant France 4, en disant pour les plans on fait quoi, mais clairement c'était on s'en fout, allez-y quoi, si vous voulez nous payer des boobs, nous on le passera, il n'y a aucun problème. Ce qui s'est passé après, c'est que l'antenne ayant relu la version définitive a fini, donc l'antenne par rapport au web, c'est la chaîne France 4 réelle, a dit on le prend aussi, peut-être sous forme d'unitaire, ou cette fois-ci on recolle tous les morceaux pour faire un téléfilm, donc il faudra qu'on fasse les deux, alors qu'on nous avait dit au début qu'il faudrait tous saucissonner, donc on a redit d'accord évidemment, et ils le repasseront à ce moment-là, pour l'instant sous la même... fesses dans le téléfilm? On va voir. Voilà. J'ai déjà eu le coup pour, il y a dans le petit teaser qui passe, il y a un plan où il y a la fille qui rejette les cheveux en arrière, etc. Là, la chaîne a quand même appelé en disant vous pouvez pas le virer pour Fantastica. J'ai dit, je suis public, du coup, on va le laisser, je pense. Ça me paraît mieux, quoi. Mais oui, déjà là, ça a commencé à tilter, quoi. Donc je pense que quand il y aura le passage antenne, il y aura un coup de fil, c'est obligé, quoi. On a eu aussi un mail de 4 pages sur les gros mots. On a essayé de mettre plus de putain que dans Scarface. Donc je pense que numérairement, on y est arrivé, il y en a plus. Tous les personnages s'expriment assez mal. Et on avait eu un mail qui reprenait tout.
en disant à ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent pas dire zut ou un truc, puisqu'ils viennent déjà de dire 10 fois avant. Donc on a argumenté et on a pu garder tous les trucs. Mais c'était, nous on a vraiment ressenti, on discute, on essaye de dire qu'on est présent, on est diffuseur, donc il faut bien qu'on raconte des trucs, mais il n'y a vraiment eu aucune limite ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu es passé sur le web, ils ont juste lu et ils ont dit continuer. C'est ça, ils ont dit de toute façon, nous, alors ça devient, il y a d'autres choses à prendre en compte, c'est-à-dire nous, ils font des études, puisqu'on s'adresse à des internautes, à des youtubeurs, etc. Donc ils ont dit le temps d'attention logique sur Internet, c'est 7 secondes. Donc il faut que ça accroche chaque épisode en 7 secondes, point. Ça c'est la ligne éditoriale. Démerdez-vous, donc on ne commence jamais avec un générique ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une image directement, il faut que la première vignette de l'épisode représente quelque chose qui fasse que, quand on est en train de défiler, c'est quoi ça? Donc ça détermine la première séquence de l'épisode, donc on doit réécrire aussi le penser dans le montage, on ne peut pas commencer par telle ou telle séquence où il ne se passe pas grand-chose, donc, mais après là ils viennent d'approuver le premier montage, puisque nous on vient juste de terminer, et il y a certaines choses où finalement, même là, ça passe, c'est-à-dire que aussi le rythme les importe énormément, donc chaque épisode doit faire 7 minutes, là il y a des épisodes qui font 10 minutes, et quand eux le regardent en disant on ne s'ennuie pas, donc c'est pas grave. Ils sont pas, c'est pas bloqué sur tel ou tel truc. Donc il y a moyen de discuter. C'est vrai qu'on est quand même dans un format très spécial. Le premier but pour nous, c'est aussi que ça soit vu. C'est pas que les gens, qu'on ait des exigences débiles et puis que les gens ne le regardent pas. Surtout vu le type de produit qu'on fait, il faut quand même respecter un minimum le premier média sur lequel ça sera vu, et c'est celui qui fera le buzz ou pas sur la série. Là, vous c'est pas l'antenne qui va nous rapporter le plus de spectateurs sur un truc de ce genre-là, effectivement, en France. Là, je pense que ça s'adresse clairement aux internautes, et l'antenne, à la suite, touche un public qui n'a pas du tout le même âge, pas du tout les mêmes habitudes de visionnage de téléfilms et de séries, et qui est clairement pas la cible première de la série, quoi. Et là, pour le web, tout est diffusé là? Donc là, on vient de finir le montage, ça sera diffusé normalement avant l'été. On est en train de terminer les effets spéciaux, mais je pense qu'ils n'avancent pas, puisque je vois les personnes qui les font dans la salle, donc, donc aujourd'hui, il n'y aura rien de fait. Est-ce que le nombre de clics peut avoir une influence sur la diffusion sur le web, ou c'est vraiment pas... Oui, je pense que d'après ce que j'ai compris de la chaîne, oui, c'est pour eux, c'est ce qui est le plus important. Que ça soit copié, screené et tout ce qu'on veut, même ils le souhaitent, ils veulent véritablement que ça clique. Oui, mais ça va se traduire comment, eux? Ils le mettent sur leur première page, ils le mettent... La stratégie de diffusion, oui, c'est en BD, c'est-à-dire que même si on le regarde sur YouTube ou ailleurs, ça finit par recliquer officiellement chez eux. Donc, et ils regardent au nombre de diffusions. C'est vrai que nous, on arrive, il y a eu donc le Visiteur du Futur, c'était leur truc à eux, en 4 saisons précédemment. Les types avaient fait les 2 premières saisons eux-mêmes, et puis après France 4 avait produit les saisons 3 et 4, et en 4 saisons, c'est 21 millions de clics. Donc là, en fantastique, ils ont encore la série de super-héros HeroCorp, il y a toujours HeroCorp, et puis donc prochainement il y aura Atomic Panda. Donc, et ils regardent ça. Et donc au début, je crois qu'ils sont contents s'il y a genre 50-75 000 clics sur un épisode, et puis si après ça reprend ou pas. Ce sont aussi des débuts, c'est pour ça que les budgets sont réduits. Par contre, c'est effectivement en début d'année, nous il y a des comités de lecture, donc c'est en septembre, et ils saupoudrent, entre guillemets, sur 6-7 trucs, et ils regardent ce qui va marcher. Et ça va pas avoir d'influence sur la fin du montage des autres Ah non, on livre tout d'un coup. De toute façon, vous allez faire les mêmes films, est-ce que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup de clics? Oui, ça c'est... Oui, on lit... là, c'est comme si on faisait un téléfilm. On livre 1h10 de programme, et après, on va pas... Oui, en cours de série, essayer de remonter le truc. J'en sais rien, en fait, mais je pense pas. Et tu t'es senti... l'absence de budget du web, c'est quelque chose qui t'a frustré, ou au contraire ça Alors, compensé par la liberté? Moi je suis le petit nouveau, hein. Alors le type de budget fortement aidé par la région Lorraine, j'ai la chaîne, la région, pas de CNC étrangement, et à peu près. Donc on est sur 300 000 €.
Voilà. Donc on a tourné en 12 jours, 2 fois 6 du lundi au samedi. Enfin, quand les acteurs ont commencé à arriver, ils ont dit après, on fait 7 minutes, 6 par jour, on est en télé, c'est normal. Il n'y a pas de... Il fallait... Alors c'est extrêmement contraignant, extrêmement difficile et autres, mais je pense que c'était la gageure. Après, effectivement, ça va être... c'est clair et net, à la prod, ils me l'ont déjà dit, si vous y êtes arrivé une fois, moi je fais un copier-coller du dossier pour la saison 2. C'est pas la peine de m'appeler pour demander du fric, puisque je sais que vous le faites, mais c'est très embêtant. Ils savent à qui ils le demandent, c'est notre première chance, donc on va le faire quel que soit ce qui va se passer. Et tout en disant, oui, mais c'était pas possible comme ça, puisqu'on a fait des heures sup et tout, etc. Et après, ils vont dire, bah oui, mais bon, puisque ça marche. Donc il y aura une négociation qui dépendra du succès. Si ça n'a pas trop marché, on sera obligé de suivre la loi économique de la chaîne, je pense. Si ça a énormément marché, il y aura peut-être moyen de dire un truc. Et les budgets, t'es obligé à réécrire des choses? Non, c'était... on avait envoyé un traitement de 20 pages. Avec le principe de base. Bon, le titre suffisait en général. À l'époque, puisque donc ça fait 1 an et demi de développement avec les temps de comité de lecture et tout, il y avait aussi quelqu'un à Sci-Fi qui avait dit si ça devient un unitaire, on pourrait éventuellement le prendre. Mais la personne de l'époque avait dit envoyez pas le scénario avec le titre, c'est bon, moi je le mets à 20h30, ça passe. Il a dit je ne lirai pas, je m'en fous. Atomic Panda, c'est bon, je le mets à 20h. Comme quoi, un titre... Oui, ça on avait essayé de trouver le truc le plus con possible, hein. Je me rendais pas mal. Roger Corman, dans les années 50, il faisait une affiche et un titre, il trouvait un titre, c'était Attack of the Crab Monsters. Il faisait l'affiche et ensuite il tournait le film. Ça s'est passé comme ça. Hein. En 10 jours, voire un week-end, mais il commençait par un visuel, un titre, et derrière il enchaînait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, puisque nous on était avec le co-auteur à boire des bières, à manger des pizzas devant Sharknado, et à un moment on s'est dit mais on doit pouvoir faire la même chose, mais de manière, on voulait que quand ça soit drôle, ça soit pour une bonne raison et pas pour se moquer des acteurs qui sont dans les séquences entre les attaques de requins, et de faire un truc vraiment marrant. Mais effectivement, un asylum aux États-Unis, c'est ça, c'est 4 mois entre l'idée de départ et le produit livré. Quoi. Ouais, c'est ça. Et $400 000 de budget à chaque fois. Donc finalement, on n'est pas loin de ça. Mais c'est vrai qu'en termes de développement ou d'économie pour une société et tout, si on fait que ça va devenir compliqué parce qu'on peut pas être bénéficiaire dessus. Je crois que la web série aujourd'hui, il faut la considérer comme un pied à l'étrier en disant effectivement on sait faire ça, on a réussi à faire ça. Il y a des scènes qui ressemblent à des vraies scènes comme si on avait fait un film mais avec 10 fois moins quoi. Et puis essayer de se faire remarquer sur un ton particulier pour essayer de se passer à l'étape supérieure après quoi. Ou une saison 2 ou 3 éventuellement, de toute façon, espérons-le. Mais après, il y a une évolution qui est peut-être pas mal pour ceux qui avaient fait le Visiteur du Futur. Ils sont passés à 10 fois 26 minutes, cette fois-ci à la télévision, à la suite avec une série où ils étaient enfermés dans un camping, je ne sais plus le titre. Deadland, hein, c'est ça. Voilà. Donc, qui peut être le curseur supérieur pour quand on a commencé à faire de la web-série, effectivement. Quoi. Et ça permet peut-être de faire une transition, parce qu'on parlait tout à l'heure du problème de l'exploitation et de la salle qui maltraite un peu le film de genre et qui n'en veut pas. Est-ce que vous voyez des opportunités sur les nouveaux modes de diffusion que sont les streams comme Netflix, Amazon ou d'autres? Clairement, en fait, c'est-à-dire que je trouve que c'est une nouvelle Eldorado pour les films qu'on appelle du milieu. C'est-à-dire que même les films indépendants qu'on avait l'habitude de voir dans les années 90, de grands auteurs comme les frères Cohen qui continuent de faire leurs films pour le cinéma, mais par exemple, j'ai vu une série anthologique qui s'appelle Godless sur Netflix, qui est un super western. J'imagine qu'ils ont dû faire ça pour essayer d'en faire un western en film traditionnel au début, parce que ça se conclut vraiment bien en 6 ou 7 heures, et qu'ils l'ont développé en série pour Netflix derrière, parce qu'ils n'arrivaient pas à le monter en film. Et ça marche très bien, il y a des scènes incroyables. Il y a un épisode où il passe son cheval pendant 10-15 minutes. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, c'est fou. Vraiment, je vous conseille, si vous aimez le western, regardez Godless. Ou là, il y a une autre série qui s'appelle Altered Carbon qui va sortir. Et moi, je sais que j'ai eu le script à l'époque d'Hitman. C'est-à-dire qu'après Hitman, je reçois ce scénario qui est vraiment incroyable. Et je sais qu'ils essayaient de le monter. Mais le film est trop spécial pour que ça devienne un film.
Finalement, 10 ans plus tard, c'est devenu une série Netflix. Il y a Carbone, il y a le prochain film de Duncan Jones aussi, Mute. Ouais, exactement. Et donc ça permet vraiment de faire des films atypiques. Moi, je sais que j'avais un projet qui s'appelle Vanicoro sur la Pérouse qui devait se faire il y a 10 ans chez Thomas Langman. Et là, on est en train de réfléchir pour en faire une série pour Netflix aussi. Et ça nous permet d'avoir 6-7 heures par saison. Et l'idée, c'est de faire 3 saisons, la France, l'expédition, l'île, pour pouvoir raconter toute l'histoire de la Pérouse, donc à peu près 40 ans d'histoire, mais avec tous les personnages et tout ça. Et c'est vrai que d'un coup, ça nous donne un confort pour raconter l'histoire comme il le faut. Alternative. Ah ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est la vraie possibilité. Il y a tellement de plateformes qui s'ouvrent, même les studios, ils veulent tous leur plateforme indépendante aussi. Donc à un moment donné, on va se retrouver à devoir payer 15 abonnements si on veut voir tel ou tel film, ça va être compliqué. Fox Disney déjà. Ouais, je pense que ça va fonctionner comme iTunes, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de choisir des programmes globaux, et c'est encore Apple qui vont remporter le truc, mais voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est des vraies alternatives, et ça va permettre à plein d'auteurs, réalisateurs de genre, de justement pouvoir faire leur film d'expression personnelle via ce réseau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si John Carpenter voulait refaire un film, bah Netflix lui permet vraiment, enfin Netflix ou d'autres, lui permet vraiment d'avoir la possibilité de faire ce qu'il veut. Et François, en tant que producteur, tu as déjà travaillé avec eux, l'envie ou Non, la jamais. possibilité? C'est un guichet que je connais peu. C'est une façon de raconter les histoires. Pareil, je suis un peu vieille école, long métrage, etc. Ils font des longs métrages aussi. Comment? Ils font des longs métrages, Netflix. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, là, j'étais plutôt sur les séries, pardon. Bien sûr, oui, bien sûr. Après, un long métrage, c'est un grand écran, c'est une salle de cinéma, c'est le travail d'un réal, d'une directrice artistique, d'un chef opérateur. Et c'est vrai que plus l'écran est grand, plus on voit leur travail. Donc, je suis un peu réservé sur des diffusions tablettes ou smartphone. Donc, on le fait avec Ate Forzani. Chaque plan, pour nous, c'est un événement, c'est une construction, c'est un plaisir. C'est comme un concert rock, en fait. On aimerait que les gens soient en salle et se prennent le film plein pot et soient aveuglés par le film, en fait. Donc je suis moins chaud sur des diffusions télé, ou même si maintenant on peut s'équiper chez soi avec un beau vidéoprojecteur, etc. Donc je reste attaché au cinéma. Mais après, oui, et donc Netflix, on peut se faire produire par Netflix, bien sûr. Ils sont assez mystérieux, hein. C'est pas facile de les trouver dans les marchés et tout. C'est eux qui viennent vous trouver en général. Ils ont des espions qui matent au marché du film toutes sortes de films et qui ensuite plongent sur ce qui les intéresse. Et là, ils vous contactent. Et sinon, eux sont pas très visibles. Mais vous connaissez le problème. Enfin, Netflix est bien, sauf que le film ne peut pas sortir. Oui, ça c'est le problème de la chronologie en des médias salle, en France. dans le pays. Je crois qu'Amazon n'est plus cool là-dessus. Il y a une sortie salle, et puis voilà, diffusion festival plus compliquée, et puis un réal, ça aime bien accompagner son film, en parler dans les festivals, dans les avant-premières. Bruno Allen l'ont fait là, depuis la sortie de Laissez bronzer les cadavres, depuis 4-5 mois, et il y a un plaisir d'être avec une salle, et de parler, d'expliquer comment on a fait le film, dans quelles conditions, et de sentir ce que la salle en a pensé. Donc les robinets sont plus courts chez Netflix, c'est un peu dommage, mais sinon bien sûr, parce qu'ils peuvent vous faire un achat droit monde entier ou beaucoup de territoires, et pour un producteur ça va plus vite, oui, pour produire le film, beaucoup plus vite, plutôt que de faire des ventes territoire par territoire chez Senator en Allemagne, ou etc. Donc moi j'ai rien contre. Quant à la série, j'espère qu'elle va faire pour le cinéma de genre en France, que j'en parlais tout à l'heure, la série de télévision, les feuilletons télévisés de l'ORTF dans les années 60 ont pu faire, parce que ça a formé des tas de... L'île aux 30 cercueils. Oui, l'île aux 30 cercueils, les nouvelles je me souviens, la poupée sanglante,
toutes ces... Fabrice était un fou de l'île de cercueil. On a essayé de Avec l'adapter Paul longtemps. Zenacker et Claude Jade, qui est une série incroyable, et ça a formé beaucoup d'entre nous en fait. Parce que moi j'étais en province et je battais les 3 chaînes quoi. Donc j'ai pas encore vraiment l'occasion d'aller à la cinémathèque voir des films à Paris. Donc j'espère qu'il va y avoir sans ce que vous faites est bien, mais il y a toujours quand même il y a la comédie, comme elle dit. Il y a la comédie, c'est-à-dire que ça c'est du genre, ça passe. Oui, Et s'il y en a la comédie, c'est aussi, oui. je dirais, comme les youtubeurs qui ont fait le manoir récemment. Il y a Mais cette- effectivement, on ne pourrait pas vendre 1h30 d'horreur à la France 4, à la télé, en film, enfin en machin, je pense pas. C'est pas. Pas forcément d'horreur, mais de fantastique. Ouais, Enfin, c'est plus compliqué, ouais. on parlait tout à l'heure d'histoires de sorcellerie, de séries qui sont inquiétantes. Comme Petit à Twilight, petit, il y a pas mal de. Puisque c'était un téléfilm au début, il y a pas mal d'épisodes qui sont des épisodes d'exposition au départ, ou un peu mystérieux, genre quel est le monstre, enfin on essaie de donner une certaine ambiance, et c'était difficile de les faire passer au début, il fallait que ça démarre plus vite, etc. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé aussi avec l'évolution du montage, ils ont fini par dire, bon bah il y a un rythme qui est donné comme ça, on va peut-être faire un peu le saut avec vous, en disant, en espérant que ça cliquera sur les premiers épisodes et qu'ils auront envie de voir la suite, mais effectivement si on commence à tout mélanger et à vouloir, par un temps il était évoqué, de commencer par des scènes de bataille finale et que la série soit un flashback, du coup que ça permet de commencer par du costaud, entre guillemets, hein, suivant le budget, n'est-ce pas, et puis de revenir petit à petit avec un épisode au milieu où il se passe moins de trucs et c'est pas grave. Et donc là ça commençait à devenir un peu n'importe quoi, et ils ont dit effectivement on va peut-être pas se tirer une balle dans le pied et essayer de respecter un minimum la narration et de faire le pari avec vous, de voir ce que ça va donner, quoi. Ça on saura ça cet été, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur là dans ce genre de diffusion sérielle de si ça abandonne dès 2 épisodes, on a fait tout ça pour rien, entre guillemets, quoi. Il faut absolument que les gens regardent la suite, même si on leur promet que ça va finir par l'apparition du monstre, dans ce cas très précis, c'est pas pour ça que les gens ils vont cliquer, on sait pas quoi. Ce qui n'est pas le cas dans un film, ils sont dans la salle, donc là. Et puis il y a cette limite de l'humour, quoi. Ce côté postmoderne de on se marre, c'est du film de monstre, mais c'est au 10e degré, donc ça peut plaire. Ce qui est sympa, mais méfions-nous une fois de plus de ne pas perdre ce côté transgressif du film de genre, de cette inquiétude, quoi, qui est nécessaire, qu'elle soit poétique ou qu'elle soit plus frontale, comme les French extrêmes. Mais il ne faudrait pas perdre cette dimension-là. Ouais. Mais Netflix, Amazon et les autres sont dans une stratégie de conquête actuellement. Donc c'est pour ça aussi qu'ils donnent des final cuts et qu'ils donnent beaucoup de liberté à certains auteurs. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut durer? Je pense oui, parce que sinon ils perdraient ces auteurs. C'est-à-dire qu'ils ont ces auteurs qui viennent vers eux parce qu'ils ont cette liberté-là. Par exemple, là, je sais qu'Alex Proyas il prépare un truc pour une plateforme. Lui, pareil, il pense que le cinéma c'est le sacro-saint de la salle, donc il est vraiment sur cette éducation de la salle. Et donc il est en train de passer un livre pour faire une série, mais justement avoir le pilote de la série qui soit un film qui aille en salle, donc un film Netflix salle, ou je sais plus si c'est Netflix ou Amazon, et derrière découlerait une série de ce pilote en fait, mais qui serait cohérent, qui serait c'est assez malin. En fait. Ça, je pense que c'est un modèle qu'ils vont essayer de faire de plus en plus, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ne pas exposer leurs films en salle. Ce serait plus compliqué en France à cause de la chronologie des médias. Le fait que si Netflix produit un film et le sort en salle, ils ne peuvent pas le remettre sur leur plateforme avant 36 mois. Ce qui est un délai très très long, et donc ils expliquent, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas sortir ce qu'ils produisent en salle en France. Ce qu'ils veulent, c'est le sortir en salle très bien, mais l'avoir à disposition sur la plateforme, voilà, juste pour remettre dans le contexte. J'ai parlé de 7 secondes, et là on parle de 36 mois. Oui, je pense que tout ça va bouger quand on va trouver même. un truc entre les deux. Ouais, je crois que ça va s'aménager parce que d'un côté comme de l'autre, oui, c'est des outrances. La chronologie va sans doute bouger, oui. On est en plein dans la négociation. Elle est nécessaire pour des petits films, par exemple. Mais l'intérêt de la chronologie des médias, avant tout, c'est pas de voir le film. C'est un système de financement qui est derrière. En fait, c'est tout le problème de financer les films, surtout à l'origine, surtout au niveau du développement et du scénario. Donc c'est vrai que la chronologie des médias pourrait, si ça ne faisait pas vivre un métier derrière, c'est quelque chose qui aurait évolué depuis beaucoup plus longtemps, sans doute.
Oui, mais les exploitants résistent. La salle résiste beaucoup, on les comprend. Mais ça va devoir bouger, oui. Certains petits films gagneraient beaucoup à sortir sur des médiums simultanés, évidemment. Ça se passe aux États-Unis déjà. En Angleterre. Ben Wheatley est sorti, je crois que c'était Fear in England est sorti le même jour. Nous sur en salle, en télé, en Blu-ray et sur des plateformes. The Divide, par exemple, aux États-Unis, est sorti. Il y a eu une semaine d'exploitation aux US sur une dizaine de villes. Et ensuite, une semaine après, on était déjà disponible en DVD, Blu-ray, téléchargement. Et pareil pour Crucifixion, où ça s'est fait sur un week-end d'exploitation. Et derrière, tout de suite disponible en location d'abord sur iTunes et je crois 15 jours après à l'achat. Et sur Colskin, je pense que c'est ce qui va se passer sur les US. Et je trouve que c'est vachement bien, ça permet quand même pour les aficionados de la salle d'aller voir le film en salle, parce que le jour où ça sort, généralement, ils sont là. Et quand ils veulent avoir le film à disposition, il y a toujours une salle, même un mois après la sortie, qui va le diffuser une fois ou deux par semaine. Donc le film arrive quand même à exister, même s'il y a eu une sortie DVD ou VOD. Et à l'origine de tous vos projets, vous écrivez un scénario. Est-ce que vous avez déjà eu de l'argent pour écrire un scénario ou est-ce que vous avez toujours commencé à écrire pour vous-même au début? Moi j'ai toujours, par exemple, Frontières, ça s'est passé assez bizarrement parce que j'en ai parlé au producteur et il me dit ah génial, envoie-moi le script, mais j'ai juste le pitch. Donc je suis rentré chez moi et en plus j'ai écrit le scénario super vite. Donc je me suis fait un peu piégé et voilà, en fait le développement s'est fait pendant le financement du film. Et sur Colskin, par contre, ça a pris vraiment. Il y a eu une phase de 2 ans et demi à 3 ans d'écriture sur Colskin. Sur Crucifixion, c'était déjà écrit par les frères Hayes, qui ont écrit Conjuring et Annabelle. Et on leur donnait des notes, mais ils n'avaient pas trop envie de retoucher le script. Donc c'était un peu compliqué. Et sur Hitman, c'était pareil, c'est les Américains, c'était Skip Woods, donc, qui avait fait des films comme, je sais plus le truc avec Travolta, Swordfish, il avait fait The A-Team aussi. Enfin, bon. Le mec, on lui disait ouais, ce serait bien de réécrire un peu quand même, puis en fait, il peut faire la salle de gym. C'était un peu compliqué. Et non, et par contre, Divide, il y a eu beaucoup d'écriture en amont, beaucoup d'écriture en prépa, beaucoup de réécriture sur le tournage avec les acteurs. Et, sur les films où il y a une vraie liberté, il y a beaucoup d'implications à tous les niveaux sur l'écriture du script. Et généralement, il y a très peu d'argent de développement. Parce que là, justement, Divide et Colskin, qui sont des films personnels, tu as écrit donc sans argent pendant quoi, 1 an au début? Plus. Ah ouais. C'est le week-end quand j'ai le temps, la semaine quand je pose ma fille à l'école et je me pose une rigueur d'écriture, je coupe internet. Tu n'as même pas t'as une promesse d'intérêt de quelqu'un comme Frontières ou... Frontières c'était très différent parce que c'est vraiment. C'était mon premier film et je sais qu'il y avait un intérêt de quelqu'un, donc j'ai tout de suite foncé pour avoir un scénario assez rapidement. Donc là, je me suis enfermé, isolé pour écrire le film très vite. Mais pour Colskin, il y a eu vraiment. L'auteur, c'était Jesus Olmo qui a fait l'adaptation, qui avait écrit 28 semaines plus tard. Au début, il n'était pas payé parce qu'il était fan du roman et on n'avait pas encore de production. Donc moi, je l'ai contacté, je lui ai dit ouais, t'aimes bien le roman, je pense que j'ai adoré 28 semaines, ça serait super si on pouvait travailler ensemble. Puis il a joué le jeu. Mais c'était. On s'est fait payer après, mais pas grand chose en plus. C'était vraiment. Quand je vois au prorata du travail qu'il y a eu, j'ai dû être payé comme un stagiaire mise en scène sur tout le film, quoi. Donc on peut noter que ce soit toi ou le scénariste de 28 semaines plus tard, c'est compliqué de se faire payer pour écrire. Complètement. Je pense qu'on va terminer là-dessus en tant que la guide des scénaristes. C'est compliqué de se faire payer pour écrire. Non, c'est vraiment dingue. En fait, c'est un vrai mal dans le cinéma qui est que le développement, qui, à mon avis, c'est la clé absolue de la réussite d'un film. Donc forcément, en tant que metteur en scène, on va s'impliquer à 2000% pour que le script soit le plus parfait possible. Et c'est vrai qu'on n'est pas... Moi, je ne me considère pas comme un immense écrivain. J'ai énormément de lacunes en écriture et je sais que j'ai besoin de la béquille d'un super scénariste qui va pouvoir améliorer les choses, qui va pouvoir avoir un style, qui va être un grand auteur. Et en France,
France, on a cette chance d'avoir la possibilité de trouver de l'argent de développement, mais c'est quelque chose de compliqué à trouver et c'est pas des fortunes qu'on peut allouer à des auteurs. Ouais, sans tirer les pompes, les régions ont fait des efforts, Oui. que ce soit en court métrage ou en long métrage. Il y a des aides de développement. Moi, ma région, c'est Pays de Loire. Je travaille avec la région cyclique Centre aussi, mais Grand Est également. Il y a des aides pour des jeunes cinéastes, court métrage d'abord, on commence par du court pour se faire la main, et puis long métrage aussi, on peut obtenir une aide au développement, enfin les productions. Les régions et le CNCE, on fait des efforts. Et ensuite, les aides au développement CNC, ils prennent bien de risques, parce que c'est une aide remboursable ensuite, mais au moins ils font un effort. Oui, mais maintenant, depuis 2005, je crois, l'aide à l'écriture et l'aide à la réécriture, tu peux la demander en étant que scénariste, en étant que auteur, sans avoir de producteur. Absolument. Donc, ça permet à des gens de développer leur projet en ayant un petit peu d'argent. Pas besoin d'y aller, forcément adosser à une production. Voilà. Et ensuite, on peut trouver un producteur. Tout à fait. Donc, pour démarrer une écriture, on peut quand même trouver quelques... Comment dire? Oui, quelques aides, quelques lieux où on peut se réfugier. Oui. Après, il y a un piège. Il y a un piège d'avoir, par exemple, ça peut arriver aussi que vous avez des producteurs qui vont vous dire ah bah super, j'adore ton script, je te prends tes droits, tu fais le scénario, mais on te file 1000 balles pour 6 mois de travail, quoi. Et un an de travail avant, tu as fait tout seul dans ton coin, et tu es là et tous les mois tu appelles le gars pour dire ouais, tu peux me rappeler pour savoir où on en est. Le mec ne te rappelle pas, parce que tu te rends compte en fait qu'il a juste toujours pour attraper les ailes. Voilà. Ouais. Et le film n'avance pas forcément. C'est hyper dur. C'est vraiment pour les scénaristes, je trouve que c'est hyper dur. Et je dirais qu'on est les mieux lotis. En France, tu vois, aux États-Unis, c'est une catastrophe. À moins de travailler pour un studio, mais c'est une vraie cata. Les mecs, j'en connais plein qui écrivent tout seuls, qui envoient, qui font 3-4 mois d'isolation complète chez eux, puis un jour il y a le miracle d'avoir un studio qui achète, ou d'être sur la blacklist. La blacklist, c'est la liste aux États-Unis, il y a plein de gens qui envoient des scripts, et vous avez les exécutifs des studios à la fin de l'année qui font la liste des scripts les plus dingues qu'ils ont lus, mais qui n'ont pas été produits. Et donc il y a plein de films qui apparaissent sur cette blacklist. C'est hyper intéressant parce que on peut trouver les scénarios. Et par exemple là, vous en avez un qui traîne depuis 15 ans, qui s'appelle Carnival Row, de Travis Bickle, qui finalement va devenir une série télé. Mais ça a pris 15 ans. Et le script tourne à Hollywood depuis une quinzaine d'années. Il y a un autre film qui va se faire qui s'appelle Les Brigands de Rattleborg, qui est pareil, un film que Park Chan-wook devait faire, que Michael Mann devait faire. Ça fait 15 ans qu'il tourne, et là pareil, ça va devenir une série. Parce que ces films-là étaient trop ambigus dans le ton et dans la forme, et finalement les plateformes et cette espèce d'âge d'or de la série leur permet d'exister, mais sous un autre médium. On arrive au bout de cette table. Merci à tous. Merci. On souhaite se régaler.